La conversation s'anima bientôt. On exprima, cela va sans dire, une grande curiosité relativement au fait quelque peu singulier d'Ala Mistakeo resté vivant. « J'aurais pensé, dit M. Buckingham, qu'il y avait déjà beau temps que vous étiez mort. »« Comment » répliqua le comte très étonné. « Je n'ai guère plus de 700 ans. Mon père en a vécu 1000, et il ne radotait pas le moins du monde quand il est mort. » Il s'ensuivit une série étourdissante de questions et de calculs par lesquels on découvrit que l'antiquité de la momie avait été très grossièrement estimée. Il y avait 5050 ans et quelques mois qu'elle avait été déposée dans les catacombes d'Énétias. Mais ma remarque, reprit M. Buckingham, n'avait pas trait à votre âge à l'époque de votre ensevelissement. Je ne demande pas mieux que d'accorder que vous êtes encore un jeune homme. Et j'entendais parler de l'immensité de temps pendant lequel, d'après votre propre explication, vous êtes resté confit dans l'asphalte. « Dans quoi ?» dit le comte. « Dans l'asphalte, » persista M. Buckingham. « Ah, oui, j'ai comme une idée vague de ce que vous voulez dire. En effet, cela pourrait réussir, mais de mon temps, nous n'employions guère autre chose que le bichlorure de mercure. » « Mais ce qu'il nous est particulièrement impossible de comprendre, dit le docteur Ponnonner, c'est comment il se fait qu'étant mort et ayant été enseveli en Égypte, il y a 5000 ans, vous soyez aujourd'hui parfaitement vivant, et avec un air de santé admirable. »« Si à cette époque j'étais mort, comme vous dites, répliqua le comte, il est plus que probable que mort je serais resté, car je m'aperçois que vous en êtes encore à l'enfance du galvanisme, et que vous ne pouvez pas accomplir par cet agent ce qui, dans le vieux temps, était chez nous chose vulgaire. Mais le fait est que j'étais tombé en catalepsie, et que mes meilleurs amis jugèrent que j'étais mort, ou que je devais être mort. C'est pourquoi ils m'embaumèrent tout de suite. Je présume que vous connaissez le principe capital de l'embaumement. »« Pas le moins du monde. »« Ah, je conçois. Déplorable condition de l'ignorance. » Je ne puis donc pour le moment entrer dans aucun détail à ce sujet, mais il est indispensable que je vous explique qu'en Égypte, embaumer, à proprement parler, était suspendre indéfiniment toutes les fonctions animales soumises au procédé. Je me sers du terme « animal » dans son sens le plus large, comme impliquant l'être moral et vital aussi bien que l'être physique. Je répète que le premier principe de l'embaumement consistait, chez nous, à arrêter immédiatement et à tenir perpétuellement en suspens toutes les fonctions animales soumises au procédé. Enfin, pour être bref, dans quelque état que se trouva l'individu à l'époque de l'embaumement, il restait dans cet état. Maintenant, comme j'ai le bonheur d'être du sang du scarabée, je fus embaumé vivant, tel que vous me voyez présentement. « Le sang du scarabée !» s'écria le docteur Ponnonner. « Oui, le scarabée était l'emblème, les armes d'une famille patricienne très distinguée et peu nombreuse. Être du sang du scarabée, c'est simplement être de la famille dont le scarabée est l'emblème. Je parle figurativement. » « Mais qu'a cela de commun avec le fait de votre existence actuelle ? » « Eh bien, c'était la coutume générale en Égypte, avant d'embaumer un cadavre, de lui enlever les intestins et la cervelle. La race des scarabées seule n'était pas sujette à cette coutume. Si donc je n'avais pas été un scarabée, j'eusse été privé de mes boyaux et de ma cervelle. Et sans ces deux viscères, vivre n'est pas chose commode. »« Je comprends cela, dit M. Buckingham, et je présume que toutes les momies qui nous parviennent entières sont de la race des scarabées. »« Sans aucun doute. »« Je croyais, dit M. Gliddon très timidement, que le scarabée était un des dieux égyptiens. »« Un des quoi égyptiens ?» s'écria la momie sautant sur ses pieds. « Un des dieux, répéta le voyageur. « Monsieur Gliddon, je suis réellement étonné de vous entendre parler de la sorte, dit le comte en se rasseyant. Aucune nation sur la face de la terre n'a jamais reconnu plus d'un dieu. Le scarabée, l'ibis, etc., étaient pour nous, ce que d'autres créatures ont été pour d'autres nations, les symboles,
les intermédiaires par lesquels nous offrions le culte au Créateur, trop auguste pour être approché directement. » Ici, il fit une pause. À la longue, l'entretien fut repris par le docteur Ponnonner. « Il n'est donc pas improbable, d'après vos explications, dit-il, qu'il puisse exister dans les catacombes qui sont près du Nil d'autres momies de la race du scarabée dans de semblables conditions de vitalité. » « Cela ne peut pas faire l'objet d'une question, » répliqua le comte. « Tous les scarabées qui, par accident, ont été embaumés vivants sont vivants. Quelques-uns même de ceux qui ont été ainsi embaumés à dessein peuvent avoir été oubliés par leurs exécuteurs testamentaires et sont encore dans leur tombe. Seriez-vous assez bon, dis-je, pour expliquer ce que vous entendez par embaumer ainsi à dessein ? » « Avec le plus grand plaisir, » répliqua la momie, après m'avoir considéré à loisir à travers son lorgnon, car c'était la première fois que je me hasardais à lui adresser directement une question. « Avec le plus grand plaisir, » dit-elle. « La durée ordinaire de la vie humaine, de mon temps, était de 800 ans environ. Peu d'hommes mouraient, sauf par suite d'accidents très extraordinaires, avant l'âge de 600. Très peu vivaient plus de 10 siècles. Mais 8 siècles étaient considérés comme le terme naturel. Après la découverte du principe de l'embaumement, tel que je vous l'ai expliqué, il vint à l'esprit de nos philosophes qu'on pourrait satisfaire une louable curiosité et en même temps servir considérablement les intérêts de la science, en morcelant la durée moyenne et en vivant cette vie naturelle par acompte. Relativement à la science historique, l'expérience a démontré qu'il y avait quelque chose à faire dans ce sens, quelque chose d'indispensable. Un historien, par exemple, ayant atteint l'âge de 500 ans, écrivait un livre avec le plus grand soin. Puis il se faisait soigneusement embaumer, laissant commission à ses exécuteurs testamentaires pro-tempore de le ressusciter après un certain laps de temps, mettons 5 ou 600 ans. Rentrant dans la vie à l'expiration de cette époque, il trouvait invariablement son grand ouvrage converti en une espèce de cahier de notes accumulé au hasard, c'est-à-dire en une sorte d'arène littéraire ouverte aux conjectures contradictoires, aux énigmes et aux chamailleries personnelles de toutes les bandes de commentateurs exaspérés. Ces conjectures, ces énigmes qui passaient sous le nom d'annotations ou corrections, avait si complètement enveloppé, torturé, écrasé le texte, que l'auteur était réduit à fureter partout dans ce fouillis avec une lanterne pour découvrir son propre livre. Mais, une fois retrouvé, ce pauvre livre ne valait jamais les peines que l'auteur avait prises pour le ravoir. Après l'avoir réécrit d'un bout à l'autre, il restait encore une besogne pour l'historien, un devoir impérieux, c'était de corriger, d'après sa science et son expérience personnelle, les traditions du jour concernant l'époque dans laquelle il avait primitivement vécu. Or, ce procédé de recomposition et de rectification personnelle, poursuivi de temps à autre par différents sages, avait pour résultat d'empêcher notre histoire de dégénérer en une pure fable. « Je vous demande pardon, » dit alors le docteur Ponnonner, posant doucement sa main sur le bras de l'Égyptien. « Je vous demande pardon, monsieur, mais puis-je me permettre de vous interrompre pour un moment ?»« Parfaitement, monsieur, » répliqua le comte en s'écartant un peu. « Je désirais simplement vous faire une question, » dit le docteur. « Vous avez parlé de correction personnelle de l'auteur relativement aux traditions qui concernaient son époque. En moyenne, monsieur, je vous prie, dans quelle proportion la vérité se trouvait-elle généralement mêlée à ce grimoire ? » On trouva généralement que ce grimoire, pour me servir de votre excellente définition, monsieur, était exactement au pair avec les faits rapportés dans l'histoire elle-même non réécrite. C'est-à-dire qu'on ne vit jamais dans aucune circonstance un simple iota de l'un ou de l'autre qui ne fût absolument et radicalement faux. Mais, puisqu'il est parfaitement clair, reprit le docteur, que 5000 ans au moins se sont écoulés depuis votre enterrement, je tiens pour sûr que vos annales à cette époque, sinon vos traditions, étaient suffisamment explicites sur un sujet d'un intérêt universel, la création, qui eut lieu, comme vous le saviez sans doute, seulement 10 siècles auparavant, ou peu s'en faut. « Monsieur, » fit le comte à la Mistakeo.
Le docteur répéta son observation, mais ce ne fut qu'après maintes explications additionnelles qu'il parvint à se faire comprendre de l'étranger. À la fin, celui-ci dit, non sans hésitation. « Les idées que vous soulevez sont, je le confesse, entièrement nouvelles pour moi. De mon temps, je n'ai jamais connu personne qui eût été frappé d'une si singulière idée, que l'univers, ou ce monde si vous l'aimez mieux, pouvait avoir eu un commencement. Je me rappelle qu'une fois, mais rien qu'une fois, un homme de grande science me parla d'une tradition vague concernant la race humaine, et cet homme se serva comme vous du mot « Adam » ou « terre rouge », mais il l'employait dans un sens générique, comme ayant trait à la germination spontanée par le limon, juste comme un millier d'animalcules, à la germination spontanée, dis-je, de 5 vastes hordes d'hommes, poussant simultanément dans 5 parties distinctes du globe, presque égales entre elles. Ici, la société haussa généralement les épaules, et une ou deux personnes se touchèrent le front avec un air très significatif. M. Silk Buckingham, jetant un léger coup d'œil d'abord sur l'occiput, puis sur le sinciput d'Alamistakeo, prit ainsi la parole. La longévité humaine dans votre temps, unie à cette pratique fréquente que vous nous avez expliquée, consistant à vivre sa vie par raconte, aurait dû, en vérité, contribuer puissamment au développement général et à l'accumulation des connaissances. Je présume donc que nous devons attribuer l'infériorité marquée des anciens Égyptiens dans toutes les parties de la science, quand on les compare avec les modernes et plus spécialement avec les Yankees, uniquement à l'épaisseur plus considérable du crâne égyptien. « Je confesse de nouveau, » répliqua le comte avec une parfaite urbanité, « que je suis quelque peu en peine de vous comprendre. Dites-moi, je vous prie, de quelle partie de la science voulez-vous parler ?» Ici, toute la compagnie, d'une voix unanime, cita les affirmations de la phrénologie et les merveilles du magnétisme animal. Nous ayant écouté jusqu'au bout, le comte se mit à raconter quelques anecdotes qui nous prouvèrent clairement que les prototypes de Gall et de Spurzheim avaient fleuri et dépéri en Égypte, mais dans une époque si ancienne qu'on en avait presque perdu le souvenir, et que les procédés de Mesmer étaient des tours misérables en comparaison des miracles positifs opérés par les savants de Thèbes, qui créaient des poux et une foule d'autres êtres semblables. Je demandai alors au comte si ses compatriotes étaient capables de calculer les éclipses. Il sourit avec une nuance de dédain et m'affirma que oui. Ceci me troubla un peu. Cependant, je commençais à lui faire d'autres questions relativement à leurs connaissances astronomiques quand quelqu'un de la société, qui n'avait pas encore ouvert la bouche, me souffla à l'oreille que, si j'avais besoin de renseignements sur ce chapitre, je ferais mieux de consulter un certain monsieur Ptolémée, aussi bien qu'un nommé Plutarque, à l'article de Facier-Lunet. Je questionnais alors la momie sur les vers ardents et lenticulaires, et généralement sur la fabrication du verre. Mais je n'avais pas encore fini mes questions que le camarade silencieux me poussait doucement par le coude et me priait, pour l'amour de Dieu, de jeter un coup d'œil sur Diodore de Sicile. Quant au comte, il me demanda simplement, en manière de réplique, si nous autres modernes, nous possédions des microscopes qui nous permissent de graver des onyx avec la perfection des Égyptiens. Pendant que je cherchais la réponse à faire à cette question, le petit docteur Ponnonner s'aventura dans une voix très extraordinaire. « Voyez notre architecture !» s'écria-t-il à la grande indignation des deux voyageurs qui le pinçaient jusqu'au bleu, mais sans réussir à le faire taire. « Allez voir !» criait-il avec enthousiasme, « la fontaine du jeu de boules à New York, ou, si c'est une trop écrasante contemplation, regardez un instant le Capitole à Washington, D.C. » Et le bon petit homme médical alla jusqu'à détailler minutieusement les proportions du bâtiment en question. Il expliqua que le portique seul n'était pas orné de moins de 24 colonnes, de 5 pieds de diamètre et situées à 10 pieds de distance l'une de l'autre. Le comte dit qu'il regrettait de ne pouvoir se rappeler pour le moment la dimension précise d'aucune des principales constructions de la cité d'Aznac, dont les fondations plongeaient dans la nuit du temps, mais dont les ruines étaient encore debout, à l'époque de son enterrement,
dans une vaste plaine de sable à l'ouest de Thèbes. Il se souvenait néanmoins, à propos de portique, qu'il y en avait un, appliqué à un palais secondaire, dans une espèce de faubourg appelé Karnak, et formé de 144 colonnes de 37 pieds de circonférence chacune et distantes de 25 pieds l'une de l'autre. On arrivait du Nil à ce portique par une avenue de 2000 de long, formée par des sphinx, des statues, des obélisques de 20, de 60 et de 100 pieds de haut. Le palais lui-même, autant qu'il pouvait se rappeler, avait dans un sens seulement 2000 de long et pouvait bien avoir en tout 7000 de circuit. Ces murs étaient richement décorés en dedans et en dehors de peintures hiéroglyphiques. Il ne prétendait pas affirmer qu'on aurait pu bâtir entre ces murs 50 ou 60 des capitoles du docteur, mais il ne lui était pas démontré que 200 ou 300 n'eussent pas pu y être empilés sans trop d'embarras. Ce palais de Karnak était une insignifiante petite bâtisse, après tout. Le comte, néanmoins, ne pouvait pas, en stricte conscience, se refuser à reconnaître le style ingénieux, la magnificence et la supériorité de la fontaine du jeu de boules, telle que le docteur l'avait décrite. Rien de semblable, il était forcé de l'avouer, n'avait jamais été vu en Égypte ni ailleurs. Je demandai alors au comte ce qu'il pensait de nos chemins de fer. « Rien de particulier, dit-il. Ils sont un peu faibles, assez mal conçus et grossièrement assemblés. Ils ne peuvent donc pas être comparés aux vastes chaussées à rainures de fer, horizontales et directes, sur lesquelles les Égyptiens transportaient des temples entiers et des obélisques massifs de 150 pieds de haut. » Je lui parlais de nos gigantesques forces mécaniques. Il convint que nous savions faire quelque chose dans ce genre, mais il me demanda comment nous nous y serions pris pour dresser les impostes sur les linteaux du plus petit palais de Karnak. Je jugeai à propos de ne pas entendre cette question, et je lui demandai s'il avait quelque idée des puits artésiens. Mais il releva simplement les sourcils, pendant que M. Gliddon me faisait un clignement d'yeux très prononcé, et me disait à voix basse que les ingénieurs chargés de forer le terrain pour trouver de l'eau dans la grande oasis en avaient découvert un tout récemment. Alors je citai nos aciers, mais l'étranger leva le nez et me demanda si notre acier aurait jamais pu exécuter les sculptures si vives et si nettes qui décorent les obélisques et qui avaient été entièrement exécutées avec des outils de cuivre. Cela nous déconcerta si fort que nous jugeâmes à propos de faire une diversion sur la métaphysique. Nous envoyâmes chercher un exemplaire d'un ouvrage qui s'appelle le Dial, et nous en lûmes un chapitre ou deux sur un sujet qui n'est pas très clair, mais que les gens de Boston définissent le grand mouvement ou progrès. Le comte dit simplement que, de son temps, les grands mouvements étaient choses terriblement communes, et que, quant au progrès, il fut à une certaine époque une vraie calamité, mais ne progressa jamais. Nous parlâmes alors de la grande beauté et de l'importance de la démocratie, et nous eûmes beaucoup de peine à bien faire comprendre au comte la nature positive des avantages dont nous jouissions en vivant dans un pays où le suffrage était ad libitum et où il n'y avait pas de roi. Il nous écouta avec un intérêt marqué, et, en somme, il parut réellement s'amuser. Quand nous eûmes fini, il nous dit qu'il s'était passé là-bas, il y avait déjà bien longtemps, quelque chose de tout à fait semblable. 13 provinces égyptiennes résolurent tout d'un coup d'être libres, et de donner ainsi un magnifique exemple au reste de l'humanité. Elles rassemblèrent leurs sages et brassèrent la plus ingénieuse constitution qu'il est possible d'imaginer. Pendant quelque temps, tout alla le mieux du monde. Seulement, il y avait là des habitudes de blague qui étaient quelque chose de prodigieux. La chose néanmoins finit ainsi. Les 13 États, avec quelque chose comme 15 ou 20 autres, se consolidèrent dans le plus odieux et le plus insupportable despotisme dont on n'ait jamais ouï parler sur la face du globe. Je demandai quel était le nom du tyran usurpateur. Autant que le comte pouvait se le rappeler, ce tyran se nommait la canaille. Ne sachant que dire à cela, j'élevai la voix et je déplorai l'ignorance des Égyptiens relativement à la vapeur. Le comte me regarda avec beaucoup d'étonnement, mais ne répondit rien.
Le gentleman silencieux me donna toutefois un violent coup de coude dans les côtes, me dit que je m'étais suffisamment compromis pour une fois, et me demanda si j'étais réellement assez innocent pour ignorer que la machine à vapeur descendait de l'invention de Héro en passant par Salomon de Cos. Nous étions pour lors en grand danger d'être battus, mais notre bonne étoile fit que le docteur Ponnonner, s'étant rallié, accourut à notre secours et demanda si la nation égyptienne prétendait sérieusement rivaliser avec les modernes dans l'article de la toilette, si important et si compliqué. À ce mot, le comte jeta un regard sur les sous-pieds de son pantalon, puis, prenant par le bout une des basques de son habit, il l'examina curieusement pendant quelques minutes. À la fin, il la laissa retomber, et sa bouche s'étendit graduellement d'une oreille à l'autre. Mais je ne me rappelle pas qu'il ait dit quoi que ce soit en manière de réplique. Là-dessus, nous recouvrâmes nos esprits, et le docteur, s'approchant de la momie d'un air plein de dignité, la pria de dire avec candeur, sur son honneur de gentleman, si les Égyptiens avaient compris, à une époque quelconque, la fabrication soit des pastilles de Ponnonner, soit des pilules de Brandreth. Nous attendions la réponse dans une profonde anxiété, mais bien inutilement. Cette réponse n'arrivait pas. L'Égyptien rougit et baissa la tête. Jamais triomphe ne fut plus complet, jamais défaite ne fut supportée de plus mauvaise grâce. Je ne pouvais vraiment pas endurer le spectacle de l'humiliation de la pauvre momie. Je pris mon chapeau, je la saluai avec un certain embarras, et je pris congé. En rentrant chez moi, je m'aperçus qu'il était 4 heures passées, et je me mis immédiatement au lit. Il est maintenant 10 heures du matin. Je suis levé depuis 7, et j'écris ces notes pour l'instruction de ma famille et de l'humanité. Quant à la première, je ne la verrai plus. Ma femme est une mégère. La vérité est que cette vie, et généralement tout le 19e siècle, me donne des nausées. Je suis convaincu que tout va de travers. En outre, je suis anxieux de savoir qui sera élu président en 2045. C'est pourquoi, une fois rasé et mon café avalé, je vais tomber chez Ponnonner et je me fais embaumer pour une couple de siècles.